Le Vieux-Lausanne, c'est comme un livre ou un film qu'on commence et qu'on termine jamais. C'est une série. Et si vous voulez une histoire, il faut tout simplement venir la vivre avec nous. C'est pas mal ça, hein? Ouais, j'ai répété toute la nuit avec la demoiselle. Bonjour, je m'appelle Sébastien Nobel, je suis le chef de cuisine du Vieux-Lausanne. La cuisine du Vieux-Lausanne est une cuisine qu'on pourrait autrefois on appelait ça bistronomique. C'est une cuisine qui est soignée avec certains points de qualité dans la recherche des produits avec une traçabilité, des produits régionaux, des produits qu'on cherche toujours avec un maximum de fraîcheur. Une cuisine, je dirais, qui se partage un petit peu entre le nord de l'Italie et la France. Et puis on va travailler des belles pièces de viande, des jolies sauces, poisson. Notre second Kevin travaille très bien le poisson, on travaille du poisson frais, les seuls petits bateaux, on travaille le turbo, on travaille le loup de mer, on travaille le bar. C'est des plats réconfortants et puis des plats aujourd'hui qui sont cuisinés. Et ça, c'est vrai qu'on trouve de moins en moins à Lausanne. Des plats travaillés, des plats cuisinés. On va les travailler de façon un peu plus noble par rapport à une brasserie traditionnelle, c'est-à-dire qu'on a des techniques de cuisson, des techniques différentes qui nous amènent à faire des choses qu'on peut retrouver dans des grands établissements étoilés et qui pour nous sont une cuisine de tous les jours, dont adaptée au débit qu'on peut avoir dans cette cuisine. Il y a une chose que je toucherai jamais ici, j'ai touché un tout petit peu. Mais une chose que je ne toucherai jamais déjà, c'est les recettes de la grand-mère de mon père, les recettes scandinaves qu'on a ici. Il faut savoir que mon père, il est arrivé à 38 ans en arrière. C'était le premier à faire du gravat de lax à Lausanne et du tartare de saumon à la nordique un petit peu. Il y a des traditions, des plats qu'on n'arrive plus à enlever de la carte parce qu'ils sont demandés par les gens. Donc on est obligé de suivre certaines recettes de Anders, comme le gravat glace, et qu'on essaye de sublimer en changeant la présentation, en changeant la façon de faire, à qu'on ait des nouveaux goûts avec la recette qui tient de sa grand-mère. Quand je suis arrivé, j'ai retravaillé ces plats de manière un peu plus concise, mais j'ai gardé les recettes de base, le gravat de lax, et puis le tartare de saumon. Il faisait une assiette suédoise, où on a un petit peu changé. Elle n'existe plus. On a gardé l'assiette scandinave. Les harengs, on a changé aussi la manière de faire les harengs marinés. Donc ça, c'est les plats, je dirais, traditionnels. On fait plus de 4 tonnes de saumon par année ici. Alors, c'est pas énorme, hein. Mon copain Daniel Levy chez Sushizen, il fait 8 tonnes de saumon par semaine, lui. Mais il fait que ça. Il y a 20 années ou 30 années, on achetait chez Allegro ce qui était une action pour pouvoir faire un plat du jour qui coûte pas cher, pour avoir un rendement qui est OK. Mais Anders, c'était ça, parce qu'il fallait faire attention. Quand on n'a pas les moyens, on est obligé de faire très attention avec les achats. Parce que quand on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Quand Gary est venu il y a 8 ans, on n'avait plus de dettes, on était sain. Et c'est vrai que lui, il a toujours voulu travailler avec la qualité, que des petits producteurs. Donc, et les gens, aujourd'hui, quand ils viennent, ils se disent, mais c'est incroyable. C'est clair que c'est plus facile pour moi d'arriver avec une base, avec déjà un restaurant qui a des liquidités. On peut directement aller chercher la top qualité des produits. Que faire l'ouverture d'un lieu, on est déjà un petit peu serré dans les finances. Il n'y a pas tellement de fonds de roulement pour pouvoir ensuite aller sélectionner les top fournisseurs, les top produits. Puis après marger aussi, hein. Il ne faut pas oublier qu'on doit marger. Et comme là, il y avait déjà une base qui était saine avec un fonds de roulement, j'ai pu peaufiner certains détails et puis amener aujourd'hui le Vieux-Lausanne, où le Vieux-Lausanne se trouve aujourd'hui, qui est considéré comme une très bonne table à Lausanne, une des meilleures tables à Lausanne. On a Franck et Sarah du Palace à Lausanne qui viennent très souvent manger chez nous. Et je les remercie encore parce qu'hier, ils ont sorti un article dans le Gomio. Ils ont donné leurs 3 restaurants préférés à Lausanne et on fait partie de leurs 3 restaurants préférés. Donc pour des chefs étoilés, c'est la classe, quoi. On ira, s'il vous plaît. 100%. Depuis mon arrivée au Vieux-Lausanne, il y a eu beaucoup de changements, point de vue mets culinaire, façon de travailler. Sébastien, moi je l'appelle Monsieur Lobel, notre chef de cuisine, avec qui on a une très bonne entente. Il est arrivé en 2019, début 2019. Il a été indépendant pendant 15 ans, donc on a une relation qui est très complice.
parce qu'il a été indépendant. Il me conseille sur comment manager parce qu'il sait que c'est pas évident. Quand il est arrivé en 2019, il est arrivé comme second. On avait un chef de cuisine qui était en place depuis 2-3 ans, qui était un très bon chef de cuisine, qui cuisinait très bien. Puis j'ai vu Sébastien qui est arrivé à la base en tant que second, qui avait des capacités à s'adapter et à comprendre où je voulais amener le Vieux-Lausanne. Petit à petit, il y a une confiance qui s'est installée avec Gary, qui lui-même commençait à reprendre l'établissement. Et la finesse dans l'assiette, c'est le dressage, c'est les goûts, c'est des assiettes qui sont un petit peu moins bistrot, mais justement plus bistronomiques. Ça veut dire qu'avant, on demandait un simple pot au feu, par exemple, pour parler d'un plat traditionnel, un pot au feu, tu sais, en menu du jour, le vendredi midi en hiver, quand il fait -2 dehors, c'est toujours très agréable. Le goût était très bien fait par notre ancien chef de cuisine, mais c'était moins soigné dans les détails, sur la présentation, sur ce genre de choses. Alors que j'ai vu qu'avec Sébastien, on pouvait pousser la cuisine encore plus loin. Petit à petit, j'ai essayé d'insuffler l'organisation, le manque de matériel, comment faire pour s'organiser au maximum et sortir toujours une qualité et avoir une constance, une régularité. Et après, Gary a cherché aussi pas mal de produits régionaux et de savoir comment les produits ont été fabriqués, comment ils ont été élevés, amenés, choyés et respectés. Et après, il y a aussi une éthique sur l'environnement, d'éviter d'avoir des transports, que ça vienne du bout du monde, etc. Et ça fait partie de ce qu'il faut voir de nos jours et vivre avec son temps. Tous les produits sont recherchés. Et puis depuis là, on a Sébastien, c'est quand même c'est le chef, Gary, qui veut derrière, il veut que les meilleurs produits. Tu prends la viande séchée ici, tu trouveras la meilleure viande séchée ici. C'est vrai qu'on est très proche de nos fournisseurs et je pense que c'est vraiment très important dans un milieu comme le nôtre et puis avec l'offre qu'on aimerait avoir. Si on n'est pas proche de nos fournisseurs, on ne peut pas non plus travailler les assiettes comme on les travaille, proposer des produits comme on les propose. Gary a une grosse importance dans la cuisine, c'est apporter des idées, apporter des choses qu'il voit autre part, des produits lorsqu'il fait le marché. Et après on en discute, on en parle et on met au point ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, en fonction tout simplement du rush de la cuisine et du nombre de couverts qu'on fait tous les jours. Un plat, en général, on amène une idée, on le fait pendant 1 semaine, 2 semaines, on le travaille, on regoute 2-3 fois par semaine jusqu'à qu'on arrive vraiment à la version finale où ça nous plaît. J'aime évoluer, donc je pars en voyage, j'ai un plat qui me plaît, j'ai envie de le mettre à notre manière en place ici. Je me suis réveillé un matin il y a 3 semaines et j'avais envie d'un papet vaudois. J'avais envie vraiment d'un très bon papet vaudois. Et puis je me dis, mais pourquoi on ne fait pas papet vaudois au Vieux-Lausanne? Alors, un papet vaudois au Vieux-Lausanne, c'est pas assez bistronomique. Alors je dis, mais comment est-ce qu'on peut faire un papet vaudois au Vieux-Lausanne revisité? Donc on l'a travaillé en ravioli en fait. On l'a travaillé avec notre fournisseur de raviolis qui fait tous les raviolis maison, Angelucci. Puis on lui a amené l'idée, on a dégusté pendant 2 semaines jusqu'à qu'on trouve la bonne formule. Et puis en fait, on fait un papet vaudois revisité en entrée où c'est des belles ravioles avec du scarmozza, du poireau, déjà de la saucisse au chou et de la pomme de terre. Et puis ensuite, on fait un jus de veau avec un effiloché de saucisse au chou. En train de Franck Pellux est venu le manger il y a 3 semaines, il a dit que c'était monstrueux. Et peut-être qu'il allait le reprendre à la table du Lausanne Palace. Il a le droit, hein. Je prends 5% sur chaque plat qu'il vend. Hein. Ouais. On réussit à avoir une équipe performante dans cette cuisine en s'entourant de personnes qui ont du caractère. Il n'y a pas de secret. Pour avoir des gens qui supportent la pression, il faut avoir des gens qui ont du caractère, qui sont des fois un peu plus difficiles à gérer, mais il faut savoir toujours prendre le meilleur des gens et laisser le moins bon. Et c'est en ayant des gens qui ont du caractère qu'on réussit à faire avancer les choses et qu'on réussit à demander plus aux gens par rapport à d'autres personnes qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus carrées, beaucoup plus propres. Mais au moment de la pression, ces personnes-là, en général, ne tiennent pas le choc. La carte du Vieux-Lausanne reflète la maison, les produits qu'on recherche, etc. Et ce que j'aime travailler, c'est les produits qui ont cette traçabilité, comme la fameuse côte de porc de chez Porcher, qui fait 700 grammes à elle toute seule, qui est énorme et qu'on va cuire à basse température et qu'on va après rôtir et qu'on va nourrir avec des oignons, des pommes de terre, des herbes, du thym, du romarin, de l'ail, juste écrasé comme ça avec la main. Et après, on va terminer ça avec une grosse noisette de beurre et on va bien arroser le plat et on va terminer la cuisson comme ça. Et ça, c'est des plats que j'aime bien parce que c'est des plats qui sont travaillés avec cette méthode moderne
pour dire la basse température, garder une cuisson parfaite et en même temps de garder le côté classique, goûteux d'autrefois comme travaillaient les anciens chefs et qui se perd un peu des fois de nos jours. Et après on a les classiques, des fois on fait des suggestions comme le bœuf Wellington qui est exécuté chez nous à la manière ancestrale, pour moi qui est normal, mais pour maintenant on voit un petit peu tout et n'importe quoi. Et après, il y a plein de choses où ça va être comme le poulpe que Kevin nous a ramené chez nous. C'est vrai qu'on a une carte qui est quand même assez grande. Chaque fois je dis à mon chef, on a une carte qui est un peu grande, mais c'est aussi un peu le concept d'une brasserie. Alors, attendez, je dis grande, on n'a pas 30 plats et 30 entrées, mais c'est vrai que en général, les restaurants qui sortent la qualité de ce que nous, on essaie de sortir aussi, de ce qu'on sort, ça va être plutôt des restaurants pendant qu'on traite 5-6 entrées, 5-6 plats. Et là, on essaie plutôt, je dirais, une dizaine d'entrées, une quinzaine de plats. Et puis après, on tourne avec des petites suggestions, des 5-6 desserts faits maison. On fait toutes nos glaces maison aussi. Mais c'est une question d'organisation, de mise en place, d'efficience dans le travail aussi. C'est clair qu'on a des cuisiniers, tous nos cuisiniers ici sont des cuisiniers qui ont passé par des grandes maisons, qui ont fait des 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. C'est des profils de personnes qui ont fait des grands établissements, des étoilés Michelin, des relais châteaux. Et ils sont venus nous rejoindre parce qu'ils ont trouvé dans notre cuisine le respect du produit. Et ils peuvent en même temps continuer de travailler des beaux produits, se faire plaisir. Pas avec la même cadence, pas avec la même façon de travailler en brigade, etc. Ici, c'est beaucoup plus familial. On rigole beaucoup en cuisine. On peut faire les pitres. Mais avant tout, ce qu'on cherche, c'est que les gens soient bien, soient contents de venir le matin travailler et qu'ils puissent se faire plaisir. La pâtisserie, c'est la même chose. On a une chef pâtissière qui est extraordinaire, Laetitia, qui a été jusqu'en finale du concours du meilleur pâtissier de France, qui est un des concours les plus connus mondialement, qui avait que des chefs gastro, des chefs pâtissiers dans des grands gastros en Suisse, pour citer personne. Puis elle est passée devant eux et je trouve que c'est une fierté d'avoir un restaurant comme le Vieux-Lausanne. On a une chef pâtissière, on fait tous nos desserts maison. C'est quelqu'un qui est formidable parce qu'en fin de compte, elle a su s'adapter et travailler des produits nouveaux. Elle réfléchit toujours par rapport aux saisons, tout ce qu'on peut trouver dans un de ces fameux desserts. Là, c'est que de la création aussi. Alors, il y a 2-3 traditionnels, on reste quand même une brasserie, donc il y a le Paris-Brest, il y a le tarte flan parisien, on travaille le millefeuille maison, etc. Mais après, il y a 2-3 desserts qu'on crée ensemble, on goûte, et puis on crée la recette ensemble et on essaie d'amener les choses ensemble. C'est vrai que j'ai un palais qui est très fin, et puis j'essaie vraiment d'avoir des plats qui ne sont pas trop compliqués non plus, pour que ça plaise à tout le monde, mais qui soient vraiment très justes sur les goûts. Mais ne croquez pas la pâtissière. Des compotes de pruneaux, chutney, de coin. On a les pickles. On a le poivre de la pépé Maggia, c'est magique. Maggia. On va prendre toutes les herbes, les petites choses. Tous les sauces, toujours, depuis Anders, depuis le premier jour, c'était numéro 1. Les sauces, c'est tout maison. Nous, on ne connaît pas les boîtes de chez Allegro et puis on met quelque chose dedans. Non, il faut des os, il faut des légumes, il faut réduire et c'est que des réductions. Il nous aide encore aujourd'hui parce qu'il a à la maison à Buchillon des green eggs, c'est en terre cuite. Nous, on avait acheté un il y a quelques années en arrière, mais c'est trop long, ça ne peut pas être pour la restauration. Alors, j'ai donné celui que j'ai acheté à Béat, comme ça, il y en a 2 à la maison, et puis on fait une spécialité. Et puis j'ai fait Il a acheté des coups de porc, mais fermiers. Donc, J'aurai tous les porcs, on coupe là derrière, et puis on les fait dans un four en céramique, ceux qui ne connaissent pas le green egg. Et puis on travaille avec du charbon à basse température, idéalement dans les 90 degrés. Et puis des cèpes de vigne. Des cèpes de vigne sur le charbon pour fumer la viande un peu. Et pendant 4 heures, 5 heures, on fait monter jusqu'à... Et toi, tu marines 24 heures. Ouais. On les masse, les porcs, on les masse. Et puis après 4 heures, ça sort. Et on les prend tôt, un peu à 60 degrés. Et on fait un porco tonato. Ça veut dire comme un vitello tonato, mais c'est avec du porc. Fumé, juste rose un petit peu au milieu. Et ça donne un goût. Et les gens, ils n'ont jamais mangé ça. Ils adorent ça.
Et on va le mettre sur la carte maintenant. Hein, Non, c'est bientôt. de nouveau travailler. Ouais. Alors on va ensemble, je vais avec lui, comme ça il n'est pas seul. Et puis comme ça on souffle une petite bouteille. Hein. Ouais. Viande là-bas, on a le poisson là-bas. Ouais. Et on a le passe ici, puis il sort toutes les assiettes. Et après, tout part par ici. La cuisine a été refaite, si vous voulez, au niveau du matériel, mais pas au niveau de l'espace. L'agencement, enfin les murs, on ne peut pas les pousser. On a une cuisine qui est vraiment petite, exiguë. On a le problème d'avoir des monts de charge pour envoyer des plats dans la salle du bas, le restaurant, un autre mont de charge pour aller dans la salle de haut, les banquets. Tout est millimétré, tout est chronométré et on a besoin d'une organisation extrême et il faut que tout le monde ait sa place de manière à ce que ça puisse sortir toujours dans les temps et aussi une hygiène irréprochable pour pouvoir toujours travailler sur quelque chose de propre et d'être le plus performant possible. Et ça, c'est une question qu'on se pose, que moi je me pose depuis quelques temps, quand je vois la demande qu'on a actuellement pour ce lieu, si on ne devrait pas prendre le risque de fermer quelques mois et puis de repenser un petit peu l'étage où est la cuisine, déplacer nos bureaux, puis refaire une cuisine à neuf à l'étage avec une superficie qui est beaucoup plus grande. Le seul problème, c'est qu'il y a des poutres là, on est pile au-dessus de la cuisine, hein. Il y a les poutres, ces poutres ont 300 ans. Ça demanderait quand même des gros travaux, hein. Et il faudrait changer toutes ces poutres, mettre des dînes. Pour une petite anecdote, on a un directeur d'un palace qui est venu avec son chef exécutif pour lui montrer la cuisine, ce qu'on faisait et comment on travaillait, pour lui faire comprendre qu'à force de demander et de réclamer des choses, il y avait des gens qui faisaient quelque chose de pas mal, avec des choses beaucoup moins grandes et que des fois le talent c'était pas d'avoir une grande cuisine mais d'avoir quelque chose de petit, réfléchi. Un jour on a une panne de gaz, panne électrique sur une partie des compteurs de la cuisine. Donc on s'est retrouvé avec plus rien pour cuisiner, le restaurant plein, tout le monde était affolé, plus personne ne savait comment faire, il fallait tout arrêter. Et donc là, comme je dis toujours, action, réaction. J'ai été chercher une plaque à induction en pâtisserie, je l'ai montée en cuisine, j'ai tiré une rallonge, j'ai mis une prise. Et du coup, on a cuisiné sur une seule plaque à induction toute la cuisine en changeant les poêles parce qu'il fallait qu'elle soit compatible avec l'induction. Et là, donc les autres cuisiniers me regardaient en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait ? On arrête le service ?» Je dis « Non, on n'arrête rien du tout, on continue. The show must go on. » Il faut continuer. C'était la fin de service, heureusement. On a pu terminer le service tout juste comme il fallait. Il fallait envoyer les assiettes par l'escalier parce que le pass ne fonctionnait plus. Mais bon, ça fait partie des choses qui arrivent. Il faut toujours improviser. Et c'est là, justement, où on reconnaît les bons éléments. C'est de savoir pouvoir compter sur eux et dire tac, tac, tac. Et il faut savoir percuter. Les clients n'ont rien vu. Mais nous, on a bien ramé. Mandolino. Putain, il est où Kevin là? Ouais, la cassolette. Mon sous-chef, Kevin, celui qui m'accompagne d'un peu plus de 3 ans maintenant, est une personne assez autoritaire, caractérielle, mais justement, sait au bon moment gérer l'équipe et qui me permet de me reposer sur lui, comme sur les commandes de tout ce qui est produits, légumes et d'autres commandes, etc. Et c'est très important d'avoir quelqu'un qui a quand même du caractère, de manière à pouvoir encaisser les coups de bourre et le rush d'un service. Pour moi, dans la cuisine, lors de la création d'un plat ou lors de la conception d'un plat, ce qui est le plus important, c'est la recherche du goût. J'ai cette chance, cette capacité, en imaginant les produits, d'avoir le goût dans la bouche et de savoir si ça permet de matcher ou pas. Et après, on fait les essais, on regarde. Et après, la présentation, c'est un peu le côté un peu inné. Tout ce qui est fait pour moi avec les mains par l'homme, que ce soit aussi bien dans tous les corps de métier, c'est la créativité, c'est le toucher. J'ai appris à travailler autrefois avec un chef où il me disait qu'il fallait ouvrir tous les sens lorsqu'on présentait un plat. C'est-à-dire qu'on avait d'abord le visuel. Autrefois, on clochait les plats. Donc lorsqu'on déclochait, on avait l'odorat. Après, il demandait toujours à ce qu'il y ait un craquant sur l'assiette. Et donc là, on prenait, donc on avait le toucher. Et après, en craquant, ça craquait, ça ouvrait l'ouïe. Et il disait qu'il fallait, dans un plat, pouvoir ouvrir tous les sens. C'est une chose qu'on ne peut pas reproduire ici par rapport au nombre de couverts, à la capacité, la grandeur de cuisine, etc. Mais c'est des choses que j'aime bien, des fois réfléchir, de retrouver lorsqu'on revisite un plat, comme la salade César actuellement,
de retrouver le pain sous une forme de tuile, de retrouver l'assaisonnement d'anchois mélangé avec la salade émincée, au lieu de mettre du poulet, de mettre des soliles avec du panko, d'essayer de retrouver tous les éléments, de retrouver quelque chose de joyeux et ça donne envie de manger. Et après, le plus important, c'est que ce soit gustatif derrière. Tout n'est pas dans la décoration parce que ce serait beaucoup plus facile. Et tout doit rester dans le goût avant tout. On ne vise pas un certain type de clientèle. Nous, on veut que les gens se fassent plaisir. Alors, excusez-moi, les véganes et les végétariens, c'est vrai que c'est pas tellement notre positionnement, parce qu'on a une cuisine généreuse, de grand-maman, bistronomique. Donc, c'est clair qu'on accueille volontiers les véganes, on leur fait volontiers... peut-être pas les véganes. On accueille volontiers les végétariens, on leur fait volontiers un plat. Vegan, c'est pas possible parce qu'on fait tout maison et quand on cuisine avec de l'amour. C'est-à-dire qu'un bouillon, on va faire un bouillon de poule, on a des os de poule, on fait pas des bouillons de pousses de soya, quoi. Le soya, ça pousse pas en Suisse. Après, moi, je suis pas contre qu'une végane ou qu'un végane vienne avec son Tupperware ici, puis s'assoit à la table, puis boit du rouge. Hein. En général, les véganes, ils aiment pas le rouge non plus, donc c'est un peu compliqué. Ça, peut-être va falloir couper, peut-être ça.